On est en Alsace, à Mulhouse, qui est à 7 km de Lutterbach, le village où je suis né, où j'ai joué au football, où j'ai été aussi maire pendant presque un quart de siècle. Et nous avons la chance à Mulhouse d'avoir je ne sais pas combien de nationalités, et certains disent que c'est un handicap. Moi, je trouve que c'est plutôt un avantage. Ça nous permet effectivement de savoir ce que c'est que la société multiculturelle et de s'enrichir de nos diversités pour finalement retrouver aussi nos ressemblances, quoi. C'est-à-dire les ressemblances, c'est par exemple la défense des droits humains, et aussi chez quelqu'un qui est avec son épouse et compagnon de lutte, Brigitte, mène actuellement depuis 20 ans, parce qu'on va fêter le 20e anniversaire, une expérience de citoyenneté active au niveau de la Maison de la Citoyenneté Mondiale de Mulhouse. Quand on évoque l'Algérie, votre Algérie à vous, vous avez un lien avec l'Algérie? Ben, je n'avais pas. Si, quand j'étais gamin, tout de suite après la guerre, je suis né en 1938, donc j'avais en 44, j'avais donc 6 ans. Nous, on a été libérés le 20 janvier 1945, donc j'avais 6 ans et demi. Tout de suite après, on avait des travaux sur les voies de chemin de fer, etc. Ils faisaient déjà venir à l'époque des travailleurs immigrés, et il y avait beaucoup d'Algériens qui venaient. Et spontanément, moi j'ai trouvé que c'était normal. Ma mère leur ouvrait la porte, ils venaient réchauffer à midi, ils descendaient des rails, ils venaient réchauffer leur gamelle. Et ce qui m'est resté, c'est qu'il y en avait un, c'était pas un playboy, mais il était très sympathique. Et il venait, quand il est parti, c'est ça qui m'est resté. Il m'a dit à ma mère: je vous remercie d'avoir ouvert votre porte. Et même ma mère n'a jamais été aussi gentille que vous, que j'ai rencontré. Donc ça m'est resté. Ça, c'était ma première approche de ce monde qu'on appelle maintenant aussi, je ne savais même pas ce mot existait, le monde de l'immigration, parce que je vous signale entre parenthèses que les Alsaciens, nous n'étions pas occupés, nous étions annexés. Donc je n'ai commencé à parler français qu'à partir de 1945, donc j'avais déjà 7 ans, je ne connais pas l'école maternelle, je ne savais pas ce que c'est, parlons même pas de la crèche, donc on commençait à parler, mais comme ça faisait chic de parler français à l'époque, et donc j'ai essayé de parler, puis maintenant je parle à peu près, quoi. Enfin, je serais plus à l'aise de parler alsacien, mais je pense que vos auditeurs ne comprendraient rien si je parle en alsacien. Ça c'était ma première approche, et après c'est déclenché cette guerre, on ne savait pas. Alors je vais vous dire que je n'ai pas suivi bien cette guerre, mais je pense que c'était presque volontaire, on voulait ne pas le savoir. On parlait de rétablir l'ordre, on a vu que des gens qui étaient plus âgés de nous ont été rappelés pour aller en Algérie, mais ils ne parlaient pas quand ils revenaient, et nous on voulait, enfin moi de mon côté, je voulais pas trop, je crois que je voulais pas trop savoir, quoi, en disant j'espère que ce sera terminé, hein, quand ce sera mon rôle d'y aller, de ne pas partir. Et je jouais au football, donc je préparais mes matchs, enfin, etc. Je me passionnais de football et de bal de samedi soir, où j'étais un bon danseur connu et reconnu dans le paysage, paysage des danseurs du coin. Donc je vivais ça, et très librement, avec beaucoup de plaisir. Une insouciance sans doute aussi. Oui, mais peut-être un petit peu avec du recul, je me demande si c'était pas forcé, quoi. Vous avez vécu, même si vous êtes petit, la Seconde Guerre mondiale, qui vous a sans doute laissé des souvenirs. Donc, on pensait quand même que la Deuxième Guerre mondiale, ce serait la dernière guerre. Oui, c'est ça. Et puis, alors, je me rappelle, ces libérations, ces fêtes de la libération, mon père était dans les FFI, donc j'ai suivi en tant qu'enfant toutes les fêtes de la libération. Il me faisait chanter sur les tables des choses affreuses. D'ailleurs, je me rappelle une chanson que je chantais, il me faisait chanter, et ça se terminait: aux Allemands, je ne tends pas la main. Et je trouve que c'était horrible aujourd'hui. Mais donc, j'ai vécu ça, cet enthousiasme d'après-guerre et de la libération, que je ne pouvais pas imaginer
que cette France des droits de l'homme qui venait être libérée occupait une région, un pays, que c'était 3 départements. Pour moi, c'était loin, c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Il n'y avait pas de raison d'aller, donc je gommais ça. J'étais conscrit. J'avais encore un sursis parce que je faisais des études de comptabilité. Je suis expert comptable de profession. Et je dis, avec le sursis, peut-être que ça se termine avant. On a vécu malgré tout l'avènement de Gaulle, où on savait pas très bien à quoi ça rimait, mais on s'est dit, bon, il va peut-être essayer de rétablir l'ordre, bien qu'il avait un discours assez curieux. Une fois c'était d'Amadresset à Dunkerque, la France restera française, et ensuite il a parlé un petit peu, il a changé de trucs. Mais j'avoue, alors que maintenant je suis toujours en plein dans la politique, j'étais pas orienté, je n'avais pas comme des camarades communistes ou des gens de la JOC, des mouvements catholiques, je n'avais pas une formation de l'histoire, du vécu, des luttes à mener. Et même, je me disais que si je dois y aller, 27 mois c'est long, et j'ai vu mon copain qui avait 15 mois, il était resté à Thionville avant d'aller à Tébessa, donc je pourrais aussi, je pourrais quand même encore pendant 15 mois jouer au football. Et puis d'un seul coup vient cet appel sous les drapeaux, 27 mois, aller tout de suite en Algérie, au régiment, 19e régiment du tirailleur algérien, en plus de ça un régiment disciplinaire. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'aller dans un régiment disciplinaire? J'ai rien fait. C'était pour la fin de 1959, et donc je devais partir tout de suite début janvier, après le réveillon. Et je crois que c'est la première fois et la seule fois que je me suis saoulé dans ma vie. C'était catastrophique. C'est comme ça que j'ai abordé cette Algérie qui m'était totalement inconnue, si ce n'est que les quelques-uns que j'avais rencontrés comme travailleurs venant d'ailleurs. Alors qu'ils ne venaient pas d'ailleurs, ils étaient français, quoi. Le souvenir que vous évoquez dans votre livre, si c'était à refaire, il y a un souvenir qui vous a marqué, qui vous a mal au cœur, c'est vous partez et votre père n'a pas le courage de vous accompagner à la gare ce jour-là. Oui, c'était un souvenir qui reste. Il suffit que j'en parle, ça avec beaucoup d'émotion. Mon père était résistant parce que nous, on était, comme dit, occupés. Pas occupés, on était annexés. Oui. Il était résistant à FFI. Il parlait même pas français parce qu'il avait appris, quand il était jeune, il était dans l'école allemande, quoi, etc. Mais pour lui, la France, c'était liberté, égalité, fraternité. Il a résisté, il a pris des risques, etc. Et il a pris des risques pour lui. Il n'a jamais fait Heil Hitler pendant tout. On n'a jamais sorti de drapeau hitlérien. Je pourrais raconter des anecdotes à ne plus finir. Mais c'est aussi une occasion pour moi de le faire revivre à ce père. Hein. Et quand il a su ça, pour lui, c'était la catastrophe. Et il n'a pas pu m'accompagner au train, alors qu'un copain était venu me chercher, Ernest, dans sa voiture. Il a emmené ma mère. Et puis on est allé au train pour prendre le train pour aller à Metz, et de Metz on est allé à Marseille, de Marseille on a débarqué à Philippeville, qui est Skikda actuellement. Et mon père était en haut à cette fenêtre du premier étage, on habitait rue Saint-Jean à Lutterbach, et il pleurait, cet homme grand, fort, qui pour moi était Tarzan, hein. Il pleurait. Et puis il n'a pas supporté. Je dis, pourquoi est-ce que moi, mon fils soit vers 27 mois en Algérie, dans un pays qu'il ne connaît pas, pour un combat qui n'était pas le nôtre. Il ne savait pas quels étaient les enjeux de ce truc. On savait que c'était un pays, enfin oui, c'était un pays, et pourtant on disait que c'était la France. Ça on savait tout. Là on avait compris que c'était pas la France, quoi, que c'était autre chose, quoi. Donc il n'a pas supporté, et cette image m'est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est comme je le vois. Et quand je suis revenu 27 mois après, cette fois-ci mon père était là. Et aujourd'hui, je dis encore à Brigitte, le jour, toutes les fois que je débarque sur ce quai, vous étiez venu, je vois mon père, et il était là, en m'accueillant. Vous savez que ma mère avait plus résisté,
mais lui, il était fragile. D'ailleurs, ça lui a touché le cœur. Et il avait une angine de poitrine à l'époque, ça se soignait difficilement. Aujourd'hui, on résiste à ça. Mais finalement, après mon retour, 2 ans après, il est mort, quoi. Mais il était vraiment fier de ce que j'avais fait. Il a dit, en même temps, il avait, lui, mesuré le risque. Moi, je ne mesurais pas tellement. Hein, il avait vécu, que je prenais, parce qu'il l'avait vécu. Vous prenez conscience, avant d'arriver en Algérie, de l'engagement que vous êtes en train de prendre, avec une certaine insouciance. On commençait à comprendre que c'était vraiment... On avait vécu une autre vie avant ça. C'est très vite, on allait à Metz, ils nous ont mis des vieux uniformes qui ne collaient pas, et comme on était quand même... on était toujours bien habillés, enfin, etc. Et puis à ce coup, ils vous collent un uniforme qui vous n'allait pas, qui était un vieil uniforme, alors on pouvait... essayer de rafistoler la capote, mais c'était quand même une vieille capote, c'était vraiment pas glorieux, hein, ce qu'on nous met. Donc déjà ça, c'était un problème dans le train, mais enfin personne ne nous voyait, et on est arrivé de Metz, on a voyagé jusqu'à Marseille, et à Marseille, on a passé dans un camp. Je me rappelle avoir tout de suite rencontré un copain qui ne m'a jamais quitté, Jean Bertrand, et avec un autre copain d'ici, on a joué au baby-foot, puis là j'étais content parce que je suis assez fort au baby-foot, je joue encore aujourd'hui au baby-foot. Et donc on a eu quelques victoires de baby-foot, ça m'est resté. Et le lendemain, c'était l'embarquement sur El Djezaïr pour aller direction Skikda, Philippeville. Alors là, c'était quelque chose d'affreux. On nous a mis tout de suite en bas, dans le fin fond, on était sur des chaises longues, et très vite la mer a commencé à bouger, et puis alors moi j'étais prévenu avec ça, donc j'avais pris des médicaments. J'étais pas malade moi, mais j'étais à moitié endormi, mais autour de moi je préfère ne pas en parler pour ne pas gêner ceux qui écoutent. Enfin, c'était terrible et ça a duré quand même. Ça a duré 20 heures, on a mis 20 heures pour arriver à un truc, mais certains étaient dans un état déplorable. Et puis alors, d'un seul coup, on arrive à Skikda, on a vu le ciel bleu, enfin, etc. Mais j'ai vu tout de suite, j'ai vu des enfants qui tendaient la main, des gens qui semblaient être en loques, pauvres. J'ai vu que c'était un autre monde qui nous attendait, des gens qui étaient habillés d'une manière différente. J'ai remarqué tout de suite la pauvreté, quoi. Ça m'est resté. Après, on a pris le train et on a eu la chance nous, on n'était pas, Aimé et moi, d'un copain, ils nous ont fait monter dans un wagon tout à fait par hasard. Les autres étaient dans des trucs à Bestiaux. Et puis on a été à Constantine. On a passé une nuit à Constantine, où j'ai rencontré un type de l'UTAPA, qui vient d'ailleurs de décéder il y a 15 jours, hein, entre parenthèses, et qui a dit « Bonjour, monsieur Wintraub ». Alors je dis « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle dit « Mais je suis là quand Frey, il était dans les artilleurs. Hein. » Et donc... Et de là, on est allé à Télérma, donc on a tout de suite débarqué à Télérma. C'était à une 50aine de kilomètres de Constantine, et on a été au 19e régiment des tirailleurs algériens, un camp à côté de Télérma qui s'appelait le camp Adjar, qui était un camp de formation. Donc on est resté 4 mois dans ce camp de formation, et on était destiné après à partir de Batna, pour le 7e régiment du tirailleur. La grosse partie était pour le 7e régiment du tirailleur algérien. Donc j'ai passé 4 mois dans ce camp, et c'était quelque chose d'horrible, quoi. Très très vite, enfin, j'ai connu l'armée, donc j'ai été dans une section d'élèves officiers de réserve, mais enfin, les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. On dormait dans des lits, on changeait plusieurs fois de lit, mais ils laissaient les mêmes draps, et les gens mettaient leurs draps n'importe où. Enfin, ça sentait mauvais, c'était là, le manger était pas bon, et j'ai surtout vu les copains qui se transformaient au fur et à mesure. Ils n'avaient qu'une envie de bouffer, quoi, et se bousculaient les uns les autres. C'est assez marrant
marrant, c'est pas marrant, mais assez curieux, que très vite, cette envie de bouffer, de manger, moi je n'arrivais pas à manger. J'ai pris l'habitude, alors que je ne faisais pas souvent, de manger avec la main gauche, de tenir la fourchette à la main gauche et le couteau à la main droite, intérieurement, pour être différent des autres. Je voulais garder une certaine dignité. Je pouvais, quand le poulet arrivait sur la tête, il y en a qui se précipitaient dessus, moi je me levais, puis j'allais dehors et je mangeais pas, quoi. Alors j'écrivais à mes parents, envoyez-moi des colis, alors ils m'envoyaient des colis, mais je n'arrivais pas il y avait, je me rappelle, le caporal-chef Oukir, il avait avec lui, parce qu'il y avait aussi des engagés volontaires, il était c'était horrible, il était sur une table, il sautait à pieds joints sur la table, il faisait asseoir ses troupes avec un coup de ceinturon, c'était principalement des Algériens, mais qui étaient illettrés, donc très peu d'instruction, il les traitait comme rien du tout. Et nous, et encore j'étais dans la section la plus, disons, intellectuellement la plus évoluée, puisque j'étais dans les EOR, donc c'était un petit peu, mais malgré tout, c'était terrible, ce camp de Hadjar, ces 4 mois, quand par exemple, le dimanche, on lavait son linge, mais on le faisait sécher au barbelé qui entourait le camp. Si on n'était pas, il fallait rester à côté pour attendre que ça sèche, sinon les uns et les autres se volaient. Et c'était des gens comme moi, hein, qui avaient des métiers dans le civil, et qui d'un seul coup sont devenus voleurs, ils se bousculaient. Et j'ai eu cette transformation, c'est ça qu'on appelle l'action psychologique, hein. Alors à partir du moment où on est sorti, on est allé sur le terrain, en allant sur le terrain, finalement, il y avait parfois des petits accrochages, etc. Et monter cette envie d'en découdre avec... C'était une préparation, comme vous dites, c'était une préparation. C'était vraiment un conditionnement. Et quand les classes étaient terminées, les volontaires pour aller au 7e étaient plus nombreux que les places de disponibles. Hein. Parce qu'il fallait, on disait, il faut en découdre, il fallait accrocher, etc. Par rapport à ces bougnoules, par rapport à ces picots, par rapport à ces moins que rien que nous rencontrons dans les villages et qui sont des traîtres parce qu'ils nous attendent au coin de la rue, etc. Enfin, au coin du Mechta, plutôt, il n'y avait pas de rue. Et donc, j'ai vu cette transformation des uns et des autres. Je me rappelle un qui était du côté du Bas-Rhin, était gentil, il était blond, il avait des cheveux frisés, il était gentil comme tout, quoi. Et 27 mois après, je l'ai retrouvé sur le bateau, il était devenu un tueur, quoi. C'est fou, ça, quoi. Mais il était arrivé des choses plus marrantes. On avait certains avaient des copines, enfin, donc leur écrivaient comme ils ne savaient pas toujours bien écrire. Moi, je me rappelle un copain qui a dit je connaissais la fille avec laquelle il sortait. Elle dit, mais je ne sais pas quoi lui écrire. J'ai dit, écoute, donne-moi la lettre, je lui écris. Hein. Je lui écrivais les lettres. Il dit, oh Roger, ça, j'ose pas lui écrire. Je dis, mais il faut savoir ce que c'est, parce qu'elle lui renvoyait des lettres où elle a embrassé les lettres, il y avait le rouge à lèvres dessus. Et moi, le comble, c'est que cette même personne, elle habitait de Lutterbach. Et elle était dans mon fan club quand je suis devenu maire après, et je lui ai dit quand même un jour, elle dit, écoute Monique, tu sais que les lettres que tu as eu de aimer, c'est moi qui les ai écrites, c'est moi qui les avais écrits. Il y avait des choses comme ça, marrantes dans le truc, et j'ai toujours essayé d'ailleurs de ressortir le côté marrant, quoi. Dans une situation dramatique quand même. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai passé ces classes, ces 4 mois de classe. Et quand au bout de, je ne sais plus combien de mois, 2 mois peut-être, on a eu la première occasion de descendre dans le village, parce que le village était à quelques kilomètres. On était en camion. C'était pour nous, c'était comme une permission d'une journée. On descendait le matin.
Eh ben, il s'arrêtait au début du village, et alors les autres, ils savaient ce que c'était. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a là ici? Elle dit, c'est le bordel militaire. Et donc la majorité sortait dans ce bordel militaire qui était qu'on appelait un BMC, bordel militaire contrôlé, et la majorité sortait. Moi, j'avoue que j'avais peut-être envie aussi de descendre de Gamier, parce qu'après avoir mis sur pression, mais je ne suis pas descendu. Parce que je me dis, il faut que je me respecte. Je pouvais pas faire ça. Et puis la deuxième étape était l'église, alors que je n'étais pas tellement un fan, mais je suis allé. Je suis allé avec quelques copains qui me sont restés fidèles pour espérer écouter autre chose. Et alors c'était assez flagrant. J'avais un curé qui était dans les militaires, qui était dans l'aviation. Un des premiers discours qu'il avait tenu, un sermon, il avait dit, vous savez, hein, moi je suis en tant qu'ancien boxeur, hein, j'ai envie parfois de taper dans le tas, mais le Seigneur m'a donné la parole, et moi je vous dis maintenant, si vous sortez de cette église, je l'ai là en photo l'église, si vous sortez de cette église, et si ceux-là qui sont sur le trottoir, que vous appelez les bougnoules, qui sont allongés par terre, dans leur gandoua, qui est pleine de poussière, un verre de thé à côté de vous, si c'est pas vos frères, ceux-là, ben vous n'avez rien à foutre dans cette église, vous pouvez sortir. Alors ça m'a marqué, c'était le père Perrona, il s'appelait, et ça m'a marqué vraiment, et ça m'a fait du bien, quoi, d'entendre une voix officielle, pas de nous qui étions des mécréants, enfin, etc., qui étaient des soldats de deuxième classe, là, enfin, etc. C'était vraiment réconfortant, et c'est comme ça que j'ai vécu ces classes et l'approche de la suite des classes, parce qu'après il y avait les affectations, hein. Alors si vous voulez, je peux vous raconter comment j'ai été affecté. Alors... Oui. Et d'ailleurs, parenthèse, vous écrivez que vous n'êtes pas forcément militant avant d'arriver en Algérie, non, mais que votre militantisme naît en Algérie. Ah oui. Alors donc d'abord j'étais EOR, mais comme je venais de me blesser en jouant au foot, j'étais dans l'équipe de football, je m'étais blessé à ce genou qui est encore fragile encore aujourd'hui. Et je venais de me blesser, et j'ai été 10 semaines, j'avais une hydratose, un épanchement de synovie, et je suis resté bloqué avec ce genou pendant 10 semaines. Et pendant ces 10 semaines, ils ont fait le concours pour aller au EOR, que je n'ai pas fait. Et donc il me restait à aller au 7e régiment des tirailleurs algériens à Batna. Et puis j'avais pas tellement envie d'y aller, alors j'ai basé sur le football, et puis je me suis promené là autour de l'infirmerie. Un jour je rencontre un capitaine assez rondouillard, assez truc, qui m'a approché, qui voulait parler. J'ai su pourquoi. Il était très intéressé par les mecs qui étaient, et finalement donc il m'a dragué, mais moi j'étais tellement naïf, je savais même pas ce que c'était exactement, et donc il a commencé à parler. Et puis, alors j'ai dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, bon, je suis dans le cabinet d'expertise comptable, enfin, etc., je sais faire ceci. Alors il a tout de suite pensé il a tout de suite dit, on pourrait peut-être te garder à la CCS. Et donc je me suis retrouvé à la fin des classes, affecté au service. Alors il m'a d'abord voulu pour être plutôt sur planton, je sais pas trop quoi, mais enfin moi il a vu que j'étais pas tellement fait pour laver le linge ou pour faire des choses comme ça, et donc il m'a affecté aux effectifs, où je suis resté au service des effectifs au 19e régiment des tirailleurs algériens, c'est-à-dire dans le camp de formation, enfin, etc., que je suis resté pendant tout. C'est comme ça que j'ai été, que j'ai commencé ma vie de militaire après les classes. Donc voilà, c'était un service assez important, c'est-à-dire on s'occupait de toute la vie du militaire, quoi. Il venait, il débarquait à Alger ou à nous, c'était principalement Philippeville. Donc on les incorporait. Alors j'avais tout de suite amélioré les fiches d'incorporation, parce que parfois je voulais aussi savoir qui c'était, enfin, etc., pour voir s'ils étaient intéressants ou pas.
sans avoir déjà pris des engagements, mais je voulais un petit peu savoir qui on était. En fonction de ceux qui nous avaient marqués, on allait leur rendre visite. Le dimanche, on montait au camp, on marchait dans quelques kilomètres, on marchait pour les rendre visite, pour voir comment ils ça. C'était tous des jeunes. Hein, c'était tous des jeunes. Hein. Et à l'époque, 2 ans, ça compte, hein, 2 ans plus, 2 ans. Moi, j'étais déjà plus ancien que eux. Et c'était des gamins, quoi, enfin, qui venaient très naïfs. Donc, on inscrivait les permissions, on inscrivait effectivement les formations qu'ils faisaient. Après, les différents grades, enfin, etc. Et après, quand les 4 mois, on faisait des affectations. C'est ça le plus important. Vous verrez après par la suite. On faisait des affectations, c'est-à-dire que on avait des places, la majorité, disons, 90% étaient pour le 7e. Mais il y avait quelques autres endroits qui étaient à Naba, enfin au bord de la côte, enfin, etc., qui étaient souvent des sas. Et ça, c'était là où on accueillait les Algériens, on faisait un certain nombre de Français donnaient des cours de soldats français donnaient des cours. C'était le plan de Constantine pour essayer d'amadouer les Algériens, pour leur comprendre que la France est là pour les soutenir, pour leur apporter la paix, la contribuer la liberté, enfin tout ce que vous voulez imaginer. Mais ça, c'était tenu par des militaires. Et c'était tenu par des militaires. Et donc, ils étaient affectés dans ces endroits, certains nombres, et le reste était... Et donc, très vite, j'ai pris, alors que j'étais le moins gradé dans ce service, j'ai fini glorieusement première classe, mais il y avait au-dessus de moi, il y avait un caporal, il y avait un caporal-chef, il y avait un sergent, il y avait après les militaires, j'allais dire professionnels, ils engagés, il y avait un sergent-chef, il y avait un adjudant-chef, il y avait un lieutenant, qui commandait ce service qui était assez important parce qu'on faisait ça, les affectations, et après on s'occupait des permissions, c'est-à-dire, alors là ils venaient pour essayer de nous montrer si on ne pouvait pas mettre toutes les permissions qu'ils ont eues pour avoir, surtout les Algériens qui soient pieds noirs ou autres. J'étais connu par eux, si on pouvait un petit peu oublier l'une ou l'autre permission pour avoir quelques jours en plus, etc. dans le livret. Donc j'avais ça, et puis après c'était la libération, quoi. C'était de s'occuper Donc on tenait le livret militaire, c'est nous qui tenions le livret militaire à jour, et on faisait aussi des fiches. Alors, nous, on avait inventé des fiches pour suivre un petit peu l'évolution des personnes. Donc c'était, finalement c'est vite dit, mais c'était un sacré boulot de précision, et très vite, j'étais passé maître de faire ça. Donc j'étais en fin de compte, j'étais le responsable du service sans avoir aucun titre, hein. Et j'ai pris plaisir à faire ça, et aussi à découvrir les gens. Parfois, j'ai compris qu'une bonne partie était à la limite de l'illettrisme. Si on pouvait mettre un SLE, ça veut dire c'est lire et écrire, c'était beaucoup. Mais certains venaient, alors on disait, ils ne savaient même pas le nom du bateau sur lequel ils avaient embarqué. Oui, et quand tu disais quelle est la religion, il disait je suis français. Enfin, c'était et pas pour rigoler, hein. Alors c'était des populations des FSE, c'est-à-dire on appelait ça les Français de souche européenne, et les FSNA, c'est les Français de souche nord-africaine, et comme c'était un régiment de tirailleurs algériens, c'était moitié-moitié, quoi. Et dans les FSE, c'était une bonne partie des pieds noirs, et puis d'autres qui venaient de métropole, comme on disait. Donc, mais très vite, j'avais aussi tout de suite repéré, il y avait quelques intellectuels, des profs, des gens qui avaient beaucoup plus d'instruction que moi, des séminaristes intéressants, et ils avaient pris l'habitude d'organiser des rencontres. Alors très vite, quand Brigitte a pris connaissance, quand elle a écrit, elle a dit « Mais finalement, tu as toujours fait la même chose ». C'est-à-dire, très vite, on se réunissait le soir pour avoir des réunions de discussion, quoi, sur tout un tas de sujets de la société, de l'histoire de l'Algérie, de la guerre, des religions, de l'amitié.
Marfoud dirait, de l'amitié, qu'est-ce que ça veut dire. On avait des sujets de discussion intellectuelle et ça m'a beaucoup formé. J'ai aussi compris qu'il fallait lire et j'ai pris l'initiative d'écrire avec mon copain complice Jean Bertrand, d'écrire aux maisons d'édition pour dire qu'on est là, on s'ennuie un petit peu, il y a une bibliothèque de l'armée, mais enfin elle n'est pas tellement intéressante, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas nous envoyer leurs invendus ou des choses qu'ils ne peuvent pas vendre? Et comme on avait des bons de colis gratuits, je leur ai envoyé des bons. Et sont venus des sacs entiers de livres. Et on a ouvert dans le foyer, nous, on tenait une bibliothèque sauvage, mais qui était acceptée par l'armée. Et on ouvrait, on avait des permanences, on distribuait des bouquins. Alors moi, j'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup en lisant. Je crois que c'était la période où je me suis le plus formé, quoi, intellectuellement. En fait, ce que vous évoquez, Roger, c'est que vous passez finalement beaucoup de temps dans le camp. Pour quelles occasions vous sortez du camp? Ah oui, parce qu'il y avait parfois des opérations, quoi. On allait dans des opérations, on avait... On vous dit quoi quand vous partez? La première opération? Alors, donc la première opération, je me rappelle très bien, ils avaient le deuxième bureau avait torturé un mec, puis on les emmenait sur le terrain. Alors lui, celui qu'on avait à torturer, on l'emmenait sur le terrain pour nous indiquer où il y avait une cache d'armes du FLN. Et j'ai su après que le FLN s'était tellement bien organisé parce que Téléma était un camp de passage. Hein. C'était pas un camp où il y avait beaucoup de combats, mais un camp de passage. Donc ils avaient toujours des lieux où ils avaient caché des armes qui allaient transiter pour aller dans le sud, enfin, etc. Mais comme ils savaient qu'il y avait des risques, ils ont inventé plusieurs caches qui étaient nulles, où il y avait, alors le type, il a trouvé entre les rochers une grotte où il y avait du foin et 2 ou 3 fusils à moitié rouillés qui étaient dedans. Alors, et donc on nous a dit, c'était la section on était comment on appelait ça, des tirailleurs voltigeurs, hein. Donc on a accompagné le sergent tortionnaire et puis son adjoint, on l'a accompagné sur le terrain, donc on l'entourait avec le mec au milieu qui donnait, et puis alors le sergent était fou, alors que c'était un appelé, hein. C'était un appelé, c'était pas un engagé volontaire. Hein. Et alors il a sorti, il était furieux. Alors il l'a frappé, mais pas. Quand moi j'ai envie de frapper quelqu'un, je le frappe vraiment bien. Je mets même le pouce devant pour que ça fasse mal. Mais lui, il avait frappé avec jouissance. Il a laissé éclater le poing dans sa figure. Le sang a commencé à couler. Et il faut dire que tous les personnes qui étaient autour se sont approchées. On a oublié qu'il fallait nous assurer notre propre sécurité pour essayer de donner un coup de pied, pour essayer de faire tomber ce mec-là. C'était la première opération que je suis sorti qui m'est restée. À l'époque, j'avais une culture judéo-chrétienne. J'avais écrit à mes parents, j'avais l'impression que c'était le Christ qui descendait de la montagne et qui était en sang. Je ne pouvais rien faire, mais j'étais révolté de ce qui s'est passé par rapport à ça. Ça, c'était ma première sortie, qui m'avait marqué vraiment profondément. Alors, parfois, on avait des sorties, j'étais quand des trucs assez... J'étais dans un camp, les élèves officiers de réserve, ça c'était pendant les classes, avec des sorties, et qui étaient assez... On avait une fois entouré une mechta pour attraper des félagas qui auraient dû venir, et puis finalement, au bout de 2 heures, quand c'était tassé, on nous a fait se lever, on était une trentaine, et on a fait se lever, et 20 sont partis, les 10 autres sont restés, en espérant qu'ils ne remarquent pas que les Israéliens, on essaye d'attraper ceux qui viennent. Puis finalement, ça s'est terminé en queue de poisson, parce qu'en cours de route, les 20 se sont
se sont perdus en cours de route. Enfin, c'est un truc complètement personne ne dit ça dans la gloire de l'armée. Hein. C'était complètement ridicule et je me rappelle encore Sergent Chef qui dit « Allô, ici boucle de moustache, l'opération terminée, on a perdu la moitié de nos effectifs. » En cours de... C'était plutôt rire. Enfin, moi, très vite, je me suis rempli d'anecdotes rigolotes comme ça pour tenir le coup pour résister. Oui. Très vite, je me suis demandé qu'est-ce que je fais dans ce pays. Et j'ai compris que finalement, on n'a rien à faire, quoi. On était vraiment de trop et que ces personnes étaient des êtres humains comme nous. Ça jamais. Qu'on était là soi-disant pour établir l'ordre alors qu'on semait le désordre en permanence et que ces personnes étaient chez eux et qu'on n'avait rien à y faire. Je comprenais qu'il y avait des pieds noirs. J'ai essayé de comprendre quelle était l'histoire des pieds noirs. Je comprenais qu'un certain nombre s'accrochaient. Mais j'ai compris qu'ils avaient aussi le droit de rester, pourquoi pas, mais ils n'avaient pas de droit supérieur aux autres qui étaient là de génération en génération. À terme, l'Algérie était faite pour être indépendante. Ils ne pouvaient pas résister. Alors, j'ai suivi les pérégrinations de De Gaulle. De Gaulle était venu en janvier. J'étais à l'aéroport de Télérama quand il est arrivé, quand il a fait la tournée des popotes avec ses officiers, où il avait promis de tenir le coup, parce que c'était encore après son discours. Et puis au fur et à mesure, il a changé son discours, il a parlé d'autodétermination. J'ai regardé ce qu'il avait proposé, et j'ai vu que Ferhat Abbas avait proposé en 1947 à peu près la même chose que lui, mais c'était 11 ans avant. Il n'était pas forcément du bon côté. Il n'était pas... Et j'ai compris que c'était ça qui... Mais ce que De Gaulle avait proposé, qui correspondait à Ben Bella, à Ferhat Abbas, c'était aussi trop tard. C'était plus une certaine autonomie à l'intérieur de la nation française que c'était dépassé. Mais s'ils avaient écouté Ferhat Abbas avant, ça aurait évolué différemment, quoi. C'était malgré tout des bourgeois, des intellectuels, lui et Boumenchel, qui avaient certainement une certaine conception de cette Algérie qui devait évoluer. Oui, qui ne voyait pas forcément d'un bon oeil, qui avait des intérêts, et qui ne voyait pas forcément d'un bon oeil, effectivement, de quitter ce pays de cocagne pour eux. Pour eux, mais qui avait des choses. D'ailleurs, De Gaulle a repris presque mot à mot ce qu'il avait proposé après. Donc, je commençais à étudier ça avec l'aide de mes copains intellectuels, parce qu'il y avait un prof de philo, un prof d'allemand, il y avait les séminaristes. Et alors, tout doucement, on s'est entraîné, les séminaristes qui étaient là, ils commençaient à vendre le dimanche certaines revues qui étaient pas tellement révolutionnaires. C'était le Pèlerin, c'était je sais plus quoi encore, la vie catholique, des choses comme ça, mais d'autres revues étaient interdites, comme l'Express, comme Témoignages chrétiens. Alors je recevais Témoignages chrétiens, alors je dis, parents, envoie-moi l'Express et Témoignages chrétiens, et que après je le faisais circuler, et donc ça m'a tout formé une véritable conscience politique au fur et à mesure, qui s'est formée tout doucement par la fréquentation par les discours, par les témoignages, par le vécu. Mais en plus, à l'époque, la désertion n'est pas envisageable en Algérie. Alors, l'histoire de la désertion, j'ai mis du temps à comprendre que ça existait. Je connaissais rien de l'objection de conscience, ni de la désertion. Et les renseignements arrivaient au compte-gouttes, hein, et on ne savait pas toujours si c'était vrai. Si c'était vrai, désertion, c'est venu très tard, qu'il y avait effectivement, je l'ai dit après, à un moment donné, si j'avais su qu'il y avait des déserteurs, ou si j'avais dit que l'objection de conscience existait, j'aurais choisi, mais je ne le savais pas. Je n'étais pas formé en tant que militant, je suis devenu, c'est pour cette raison que je dis dans mon livre, je suis un militant né de la guerre d'Algérie, quoi. Donc je le suis devenu, donc je ne savais pas. Et donc mais d'un seul coup, je lisais, et ma mère m'envoyait, il a dit, il y a un curé, ma mère était soucieuse que je reste dans la tradition chrétienne, et il y a un curé à Montpellier qui a prêché,
Et il y a des officiers qui ont quitté l'église parce qu'il avait prêché pour l'indépendance de l'Algérie. Et je dis, il s'appelle Jean Cardonnel. Alors je dis avec beaucoup d'émotion, parce que Jean, je l'ai retrouvé il m'a beaucoup marqué, ça m'a aidé à prendre mes décisions. C'est un dominicain qui était, à mon avis, le meilleur orateur que j'ai jamais rencontré. C'est un homme de la parole. Quand il disait le Verbe s'est fait chair, je crois qu'il l'a vécu. Il avait des mots extraordinaires. C'est devenu mon frère. Après, c'est devenu quelqu'un et quand je l'ai rencontré en revenant d'Algérie, je ne l'ai plus jamais quitté jusqu'à sa mort. À l'époque, j'allais encore à l'église de dire qu'il y a des chrétiens qui osent dire non à l'intolérable, quoi. À l'intolérable. Et donc ça m'a beaucoup montré qu'il y avait des gens qui résistaient, qui prenaient des positions. Donc cette conscience est tout doucement montée, quoi. Enfin, c'était assez curieux. Et puis, comme dit, là, bien qu'il y avait un séminariste qui était aussi devenu un séminariste tortureur, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment super bien, qui avaient un petit peu aidé à faire comprendre, qui s'étaient engagés, et qui étaient aussi, par rapport à ceux qui nous entouraient, qui étaient toujours très fraternels, parce que le fait d'avoir parfois des problèmes à tout point de vue, nourriture, mal habillé, etc., ça ne provoque pas toujours de la solidarité, hein. Ça provoque aussi de l'égoïsme, du truc, puis voilà, enfin, donc tout doucement ma conscience a augmenté à travers ces événements, quoi. À quel moment se passe la bascule, en tout cas ce que j'appelle bascule, le fait que de statut de militaire, de jeune appelé arrivant en Algérie, il y a une bascule qui s'opère, je voudrais bien que vous l'expliquiez un petit peu. Ah oui, c'est l'objet d'ailleurs de Si c'est à refaire, et vous nous expliquerez la genèse du livre. Deux événements. Le premier, c'était le putsch. D'un seul coup, on se retrouve devant le putsch. Là, j'avais déjà une conscience politique très Vous êtes à Alger, hein, vous le vivez. Vous êtes à Alger quand ça se passe. Non, à Constantine. À Télérma. Et on apprend que des généraux ont fait un putsch. Vous le vivez comment? Très mal, quoi. Enfin, on a appris ça et on a dit on ne peut pas laisser faire ça, quoi. Et on a été à Troyes à rédiger tout de suite une lettre. Une lettre, c'était Jean Bertrand, Abdelhak Bouassida et moi-même. Et on a écrit une lettre qu'on a fait signer dans un régiment disciplinaire. Faire signer une pétition, c'est pas évident, et qu'on voulait remettre au colonel, qui était colonel de notre régiment et en même temps chef de la garnison de Télérma, parce qu'il y avait de l'armée de l'air. L'armée de l'air, il y avait à peu près 20 000 militaires à Télérma, et on voulait lui remettre ça. Et donc, on l'a remis, enfin, dans des circonstances un petit peu, on lui a remis, et finalement, il a sauté sur l'occasion, il était très content. Il a tout de suite envoyé un télégramme à Villacoublay en disant que le 19e régiment tirailleur algérien et la garnison de Télérma restent fidèles. Il ne s'agissait pas d'être gaulliste ou pas. Oui, j'ai écouté le discours de Gaulle le soir quand j'étais de garde. Je me rappelle très bien ces mots quand il parlait, et je me sentais concerné, quoi. Je me sentais concerné. Et en même temps, j'avais provoqué quelque chose, et le colonel donc, a envoyé ça à Villacoublay. Et alors, par exemple, mes parents, je leur ai tout de suite envoyé une lettre, et ça, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, mais il allait au cinéma, ça passait au cinéma. Ils sont passés d'un cinéma à l'autre à Mulhouse pour voir que le 19e avait adhéré à cette histoire. Ils étaient très fiers et que j'en étais pour quelque chose. Et alors, on avait mobilisé nos troupes. Et donc, il y avait peut-être quelques officiers, une minorité qui était pour les putschistes, une minorité qui était pour De Gaulle, mais la majorité était pas concernée. Pas concernée. Mais
Et après, d'un seul coup, je me rappelle, il y avait des capitaines qui sont venus me taper sur l'épaule, ils m'ont mis le truc de la victoire. Quand je suis allé au réfectoire après, les gens se disaient, ça vient de Roger, ça vient de Abdellah, enfin, il y a Jean qui avait signé ça. Les gens étaient dans le réfectoire, vous voyez, un réfectoire où il y a quelques, je sais pas, on était 200 peut-être, qui étaient sur les tables, debout sur les tables, en train de nous applaudir. Je suis devenu un leader à travers le putsch. Donc ça, c'est un événement très, très marquant où j'ai compris qu'on peut faire autorité sans être autoritaire. Ce putsch a duré quelques jours, mais après, j'en ai bavé. Il y avait je me rappelle un officier qui était plutôt pour le putsch, il m'a fait... Quand on devait saluer les officiers, donc alors il m'a fait revenir à peu près 3 ou 4 fois pour apprendre à saluer correctement, ou quand il y avait des corvées de ramasser des petits morceaux de verre sur le terrain, c'était pour nous, ou quand il y avait j'allais dire les chiottes, les WC, je les ai nettoyés encore à 27 mois, à quelques jours avant la quille. J'étais toujours de corvée, mais je faisais ça. Marfoud, mon commun, dirait, il faisait ça en sifflant. Donc j'avais appris des méthodes non violentes comme ça sur le terrain sans avoir d'instruction. Mais je sifflais, mais je me sentais vraiment porté sur un nuage. J'étais au-dessus de ça, et donc il pouvait pas m'atteindre, quoi. J'étais inatteignable. Avec mes convictions m'ont créé une espèce de carapace, et je sentais, je commençais à dépasser un petit peu ce que d'autres parlaient à travers le discours, que moi c'était différent, et donc ça, c'était un événement qui m'a permis de prendre des responsabilités. Et après, il y a eu tous les ans, à un moment de l'arrestation de l'avion, l'arraisonnement de l'avion où il y avait Ben Bella dedans, il y a des manifestations. Intérieurement, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté, qui descendaient des montagnes, du Tukuya, qu'on était de la montagne qui était en haut et ailleurs. Et c'était avant tout des femmes. Sur le devant, il y avait des femmes et des enfants qui n'étaient pas armés et qui criaient des you-you. Ils criaient « Vive l'indépendance, abat le colonialisme, vive Ben Bella ». C'était Ben Bella qui était c'est pour cette raison que je suis resté après Ben Belliste, parce que ça représentait quelque chose. C'était peut-être pas le je connaissais pas tous ces... Mais vous avez vécu cette période, effectivement, de l'avènement de l'Algérie indépendante. Et donc, et finalement, en résumé, le colonel qui n'y comprenait rien à ce qui lui arrivait, il a fait tirer dans le tas, et il y a eu plus de 50, 51, 52 morts qui ont été tués alors qu'ils n'avaient rien fait, quoi. Si ce n'est que dire qu'ils doivent être libérés. C'était quelque chose de terrible. Et j'étais bouleversé. Et quand je suis rentré le soir, parce que ça c'était dans le village, j'étais dans le village, quand je suis rentré le soir au camp, j'ai vu dans mon service, il y avait Marfoud Garbi qui travaillait avec moi. Il était toujours extrêmement gentil. Je lui dis, mais comment est-ce que tu peux rester dans cette foutue armée? Moi, j'ai mis retrouve, je ne sais pas comment je suis arrivé, je peux rien, je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait déserter, etc. Maintenant, je ne sais pas comment faire. Ou faire de l'objection de conscience. Mais toi, tu as un uniforme français et tu es algérien, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Comment tu peux résister à cette injustice, à ce truc-là? Moi, je suis malheureux comme un chien, et donc, mais toi, alors... c'est à quoi vous répondez? Et alors, il ne m'a rien répondu, il me dit... Calme-toi, Roger, etc. Il faut savoir que tout n'est pas comme on le croit toujours. Il a dit ça, comme les orientaux savent parler avec je ne sais pas si c'est toujours de la sagesse, mais enfin, ils font au moins semblant. Mais donc c'était tout à fait dit beaucoup moins expansif que nous, enfin, ou spontané que nous, les FSE. Et il est parti. Il m'a quitté, et puis il s'est dirigé, j'ai vu au bout de l'allée, d'aller à l'infirmerie, et je savais qu'il avait 2 copains qui travaillaient à l'infirmerie,
c'était Mohamed Daho et Demchi, que je vois là devant moi. Et au bout d'1 heure et demie, 2 heures, il est revenu. Il a dit, écoute, ce soir, après le couvre-feu, on avait couvre-feu à 9 heures, on était dans notre campement, il dit, Mohamed et Daho et Demchi, ils ont une chambre là, à l'infirmerie, et ils t'invitent à venir les voir pour en discuter de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et moi, je me suis dit, ok, donc comme j'allais dire, il habitait, il a été à 3 ou 4 lits à côté de moi, il est venu toquer à mon lit, il a dit, on y va. Donc on est parti, et je suis rentré dans cette chambre, et il y avait dans cette chambre sur les lits, parce que il y avait des lits, des hamchis d'un côté, d'un l'autre, et il y avait 4, 5 ou 6, je ne me rappelle plus exactement combien, étaient assis, et ils ont commencé à parler de l'Algérie, de la guerre de l'Algérie, de l'indépendance, de la lutte pour l'indépendance. Daho a dit, moi je suis à moitié insoumis, je voulais pas partir, je voulais rester en France, j'étais en France, je voulais rester en France, mais j'ai été arrêté dans la rue, et donc je suis arrivé ici, parce que c'est un régiment disciplinaire. DMC a dit que moi je suis de Constantine, je sais pas comment j'ai atterri ici, mais il dit, mais de notre côté, on a toujours refusé cette armée et cette lutte. Ils ont dit, mais nous, on a formé une cellule du FLN dans l'armée française. Alors c'était vraiment, je ne savais pas que ça pouvait exister. Et je crois encore aujourd'hui qu'il n'y en avait pas des masses. Je me demande si on était, je ne veux pas dire on était la seule, mais on était une des rares, qui a toujours eu des Algériens qui étaient infiltrés dans l'armée, mais pas organisés comme c'était cette cellule était organisée. Ils nous ont expliqué qu'ils existaient qui faisaient un certain nombre de trucs, et dit, mais nous on fait donc un travail pour libérer notre pays, voilà notre combat, et toi avec ton discours, tu devrais faire avec nous. Et j'ai dit spontanément oui. C'est incroyable, j'ai réfléchi beaucoup, ça m'a vraiment soulagé d'avoir un sens de ma vie. Après ce massacre de ces 52, je crois 52, 53, 59, enfin, je sais pas, enfin, plus de 50 personnes qui ont été massacrées et qu'on a ramassées après avec des brouettes, à Constantine au même moment, il en avait jeté dans la gorge du Rumel du pont pour enfin c'était affreux. J'ai dit oui spontanément, et j'ai appris 50 ans après que heureusement que j'avais pris oui, parce que Daho qui était un chef, il disait bon, alors il avait dit à Marfout, mais si tu invites Roger, tu prends un sacré risque, parce que s'il refuse, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de l'éliminer, hein. Alors et lui il a dit, et si vous avez occasion un jour de rencontrer Marfout, il a dit je sais ce qu'il va dire, parce que je l'ai entendu parler dans les soirées de discussion qu'on a sur l'amitié notamment. Quelqu'un qui parle comme ça de l'amitié ne peut pas répondre. Et donc et alors je suis rentré dans une autre vie, quoi. À partir de ce moment-là, je faisais partie de cette cellule du FLN. FLN et la ALN étaient ceux qui étaient sur le terrain, le FLN c'était dans les villes, et nous on était les deux. Et donc on était dans la zone 2, enfin dans la wilaya 2, voilà. Donc on était affiliés au FLN. On avait une fois aussi pris la décision de faire évader un certain nombre de personnes pour montrer qu'on existait sans nous connaître. Enfin, c'était vraiment risqué. Donc ils sont partis et personne n'est jamais retrouvé. Mais ils s'en sont rendus compte, comme ça. On fait pas oui, mais le lendemain matin, à l'appel, hein, il n'était plus là. Parce que, Roger, juste, on se remet dans le contexte de l'époque. Vous auriez été attrapé, pris sur le fait, vous risquiez quoi, vous? Ah bon, on risquait le tribunal militaire et puis d'être fusillé, quoi. Quand je raconte ça, je dis c'est hallucinant, quoi, cette histoire qu'on a pris, les risques qu'on a pris. Mais moi j'étais sur
j'avais conscience du risque. J'avais peur aussi le matin quand la porte s'ouvrait, quand l'adjudant revenait et dit « debout là-dedans », je me disais « est-ce qu'il vient chez moi ?» quoi. Et j'avais totalement confiance à ça. Mais je crevais pas, j'avais peur, mais sans pour autant on dit on crève de peur. Parce que l'adrénaline qu'a provoqué la prise de décision m'a fait vivre une aventure extraordinaire. Parce qu'on se réunit souvent, 2-3 fois par semaine, on se réunit pour parler de la guerre, mais pour parler aussi de sujets de quel gouvernement, on parlait de réunification du Maghreb, on avait des discussions que je pense que le FLN n'a pas eu. Mais nous, on les avait. Tous les gens qui étaient passés dans d'autres... On avait de grandes discussions sur le devenir. Donc on a... Qui était prometteur. Qui était prometteur pour l'Algérie. C'est dommage que le FLN avait tellement de conflits internes. Quand je dis aujourd'hui que certains Algériens qui disent c'était peut-être quand même pas... c'était mieux avec les Français, je dis non. Parce que vous avez... La guerre a permis... La fin de la guerre a permis de trouver ou de retrouver la dignité qui ne connaissait pas avant. Et donc ça, on en avait confiance. Pour moi, c'était un combat pour la dignité. Mais je sentais consciemment et inconsciemment que ce combat ne pouvait pas se perdre au-delà de nous et qu'on n'était que des acteurs là-dedans. Et donc ça m'a fait permettre de vivre avec la peur parce que l'enthousiasme pour le combat que nous venions était différent. Donc à un moment donné, ils ont dit avec Roger aux effectifs, on pourrait les affecter à des postes bien précis. Et donc comme à chaque affectation, il y avait quelques postes, pas beaucoup, 4-5 qui étaient dans des endroits un petit peu stratégiques pour faire de la contre-propagande dans les SAS. Et c'était pas pour tuer des gens. C'était pas pour tuer des gens, mais pour essayer de faire de la contre-propagande, pour contrer les gens qui disaient que la France c'est bien, entre Constantine, ce qui était le rôle, ce qui se passait dans les SAS, entre autres. Hein. Oui, c'était ça le rôle, de parler du bienfait, mais moi je connais maintenant des copains qui ont fait ça, mais ils le faisaient avec beaucoup de conscience et d'abnégation, mais ils étaient quand même victimes des gouvernements français successifs. Et donc, ils faisaient de la contre-propagande discrètement. Et donc, tous les moments d'affectation, quand les classes étaient terminées au bout de 4 mois, les gens étaient affectés. Et c'était de longues listes, ils avaient des affectations précises, etc. Et le FLN me glissait le nom de 4-5 personnes, pas plus, que je devais affecter à tel ou tel truc. Et donc, je prenais ces papiers, je les falsifiais, quoi. Je falsifiais les listes et je les envoyais là où on avait prévu de les envoyer. Mais c'était, finalement, c'est vite dit, mais pour eux, c'était un service absolument incroyable. Il y avait aussi une autre affaire que je veux quand même évoquer, qui était un petit peu moins glorieuse, mais qui était réelle. On avait un jour, l'armée française avait attrapé un type du FLN qu'ils avaient torturé, torturé, et on a appris le soir, Mohamed Dahou nous a invités à venir à l'infirmerie. Il a dit, il y en a un qui vient d'être torturé, il est dans l'infirmerie, il est mourant, ils l'ont maintenu en vie, et demain ils vont l'interroger. Alors on a dit... L'interroger, ça voulait dire... Elle dit, mais il est au courant de tout. Il nous connaît, il est au courant de notre réseau, etc. Et donc on a discuté, et j'avais, paraît-il, dit, mais est-ce que ce type, est-ce qu'il peut encore vivre? Il dit non, il est mourant, mais ils le tiennent en compte, et demain ils vont l'interroger, après ils vont le tuer. Mais il nous dira, et pour nous c'était la fin, quoi, c'était la prison et c'était la mort, quoi. Et donc on a pris la décision de l'éliminer, quoi. Et c'est nous qui avons, l'un de nous a pris une piqûre et puis il a achevé, quoi, dans la nuit. Et c'était quelque chose de terrible, quoi. Et je n'ai plus pensé pendant longtemps. Ma mère, elle avait un cancer
un stade n'avait plus beaucoup d'espoir quelques jours. Quand je suis sorti de l'hôpital à Mulhouse, d'un seul coup j'ai pensé à ça et je venais de dire au médecin, dit qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on peut, je dis mais est-ce qu'elle a encore des chances de vivre? Elle dit aucune, mais on la maintiendra pendant 3 semaines, mais sinon au bout de 2 jours ce sera. Et j'ai dit mais demande-la. Je dis non, c'est pas la peine que je la demande parce que pour elle je suis devenu son mari, son compagnon, son fils, j'étais tout. Donc elle me dira qu'est-ce que tu penses, Roger? Et je dis mais je vais penser pour elle et je veux dire il faut arrêter ça. Et je me suis dit la 2e fois de ma vie je décide de la vie et de la mort de quelqu'un et je pleurais du haut de l'hôpital jusqu'en bas, hein. Et donc ce truc m'est revenu. Et quand je suis venu pour le 40e anniversaire, quand j'ai été invité par le gouvernement algérien, le soir j'avais rencontré mes copains qui étaient là, Marfout et notamment Ahmed Ladjal, qui vit à Fouga. On a dit cette histoire. Marfout a pleuré pendant tout le temps. Ahmed a dit cette histoire je ne l'ai jamais racontée à qui que ce soit, même pas à ma femme et à mes enfants. Et toi tu en parles maintenant ce soir, ça nous a tous très marqués. Donc c'est quelque chose de terrible qu'on a fait, mais qu'il fallait faire, quoi. Contraint, il n'y avait pas de façon. Qu'il fallait faire, donc on peut effectivement, mais c'est quand même dur à vivre. Mais d'un autre côté aussi, j'avais dit de toute manière, je voudrais que pendant toute cette période où moi je participe à ce combat, je ne voudrais pas qu'il y ait des attentats dans notre coin par rapport à la population, etc. Il n'y a pas eu un seul attentat par la population. J'avais sorti ce bouquin, alors beaucoup me disent pourquoi seulement X années après, mais parce que tout simplement c'était difficile d'écrire quand je me mettais à mon bureau. C'est toujours le même que vous avez vu de l'autre côté. Quand je m'asseyais, je sortais mes papiers, etc. J'étais tellement ému, tellement bouleversé de ce que j'avais vécu que je pleurais. Comme mon père, comme Tarzan, il pleurait aussi, je pleurais, donc je n'arrivais pas à assembler mes idées. Pourtant, les gens qui m'entouraient, je leur parlais, je leur avais dit ce que j'avais fait, les proches, même les secrétaires à la mairie, dit tu es allé avec Roger à Paris, là, telle rencontre, il a parlé de l'Algérie. Donc c'était quelque chose dont vous parliez donc je parlais, c'était pas un secret, et alors j'ai écrit ça, mais c'était aussi parce que Daho, qui était notre chef et qui il est devenu notre chef pendant la guerre, et après il n'a plus retrouvé la place qui était la sienne. Finalement il a mal réagi et il est mort assez rapidement parce que il n'a pas trouvé cette place dans cette nouvelle Algérie indépendante, quoi, frère. Et quand il est mort, je dis il faut à tout prix faire vivre Daho. Et quand je rencontre ces enfants qui me disent raconte-nous un petit peu de notre père, parce on l'a connu vieillissant et désabusé. Et ce que tu racontes, c'est tout à fait autre chose. Donc je leur parle de leur père, quoi. Et je l'ai écrit ce bouquin pour ça. Et ensuite, quand je l'ai sorti, alors j'avais aussi du mal à sortir, parce que je me disais, par rapport à Brigitte, il y aura des critiques. Je savais qu'il y aurait des critiques. Est-ce qu'elle va supporter? Est-ce qu'elle va pas supporter? Alors effectivement, c'était terrible, quoi. Les anciens combattants qui m'ont traité de traître, de vendu, qui m'ont condamné à mort, il doit être pendu. Certains disaient il faut qu'il rentre cette médaille. J'avais eu l'ordre national du mérite. Alors j'ai dit mais vous pouvez la prendre parce que je ne l'ai même pas demandé. Alors quelqu'un m'a dit finalement il ne faut pas la rendre parce que c'est Albert Jacquard qui te l'a donné, hein, c'était un honneur. Et les boîtes aux lettres étaient remplies tous les matins je trouvais des gens qui m'avaient la boîte aux lettres d'insultes, et j'ai compris ensuite que des sections d'anciens combattants avaient mis mon adresse sur des enveloppes qu'ils avaient timbrées, et les gens ne pouvaient que mettre leur saloperie dedans. C'était absolument
terrible. Hein. Il y avait aussi un général aux Arès ou quelque chose comme ça, qui venait terminer ses vieux jours en Alsace, qui m'avait traité de je ne sais trop quoi, enfin de traître naturellement. Donc, il y a eu des trucs spontanément. Le MRAP à Strasbourg, sans me demander, avait lancé une pétition pour me soutenir. Et donc il y avait plus de 1000 signatures qui étaient pour. Et il y avait à un moment donné, j'étais allé à une manifestation pour le 17e octobre 61 à Strasbourg, où il m'invite de temps à autre comme vedette américaine là, pour faire mon discours. Et il y avait un type qui est venu et dit, moi je me présente, je suis un ancien officier de l'armée française, je suis venu pour vous voir et pour vous serrer la main, parce que moi je n'ai pas fait ce que vous avez fait, et je voulais vous féliciter. Vous aviez besoin de l'entendre, ça, Roger? Ah, ça c'était extraordinaire. Ah, ça m'a donné, donc c'est pour cette raison que j'ai écrit la deuxième partie de mon livre qui s'appelle des insultes et des lueurs d'espoir, et je terminais en disant dans ce livre que finalement moi ça m'a permis à la fois de devenir un militant, mais de devenir aussi un citoyen du monde, parce que j'ai compris que les affaires du monde, c'est les affaires de tout le monde. Et quand je descends quand je arrive à Constantine, c'est ma ville, quoi. Je pleure je pleure souvent, mais je pleure à Constantine. Mais comme je suis ému, je vois là les trucs de Nicaragua, à Managua, on a fait des brigades de la paix par la suite pour soutenir les révolutionnaires. Ben finalement, quand à Managua on débarque, moi je me sens chez moi, quoi. Enfin donc toute ma vie a été rythmée à travers ces moments qui sont des moments d'euphorie contrôlés. Et j'ai compris que même à travers les moments les plus durs, les combats les plus durs, on y trouve son plaisir, quoi. Je ne l'ai pas fait pour me sacrifier, pour être au paradis un jour, mais j'essaie de vivre l'immédiateté et de me faire plaisir de parler maintenant, d'essayer que ceux qui m'écoutent, ils ont peut-être envie d'en savoir un petit peu plus, quoi. Et surtout dire aux jeunes générations que ce n'était pas aussi simple que ça, que ce n'était pas et tout noir et tout blanc, et qu'il n'y avait pas une armée française face à une armée algérienne, justement, et votre exemple est important. Quels sont vos rapports avec l'Algérie? Écoutez, je retourne assez souvent parce que je fais partie de cette association qui s'appelle les Amis appelés de l'Algérie contre la guerre, et donc j'y vais, et je suis responsable de la commission des voyages. J'organise des voyages de découverte pour aller à la rencontre des personnes, mais aller pas d'aller dans les hôtels nationalisés, enfin maintenant je sais pas s'il y en a, enfin les grands hôtels, quoi. Oui, il y a les grands groupes tels qu'Accor, et puis donc c'est mais il y a les hôtels étatiques, parce qu'en région algéroise il y a encore c'est Fernand Pouillot qui mais d'aller vers les gens, des hébergements de fortune, enfin etc., et de rencontrer aussi les projets que nous soutenons. Je vois en Kabylie par exemple, parce que vous venez de ce coin, on soutient dans la montagne là un groupe de femmes qui fait de la récupération de tissus, qui font des sacs, des trucs, qui arrangent ça, et donc on les soutient, parce que dans la 4ACG, je crois que depuis qu'on a reverse nos pensions, on a pour 1 million d'euros qu'on a été versés. Qui sont répartis en plus, qui sont redistribués dans les... Donc l'année dernière, c'est pour 82 000 ou 80 000 de subventions à des projets que nous soutenons. Donc la question était, donc j'y vais assez régulièrement. Vous avez des contacts réguliers. Et je me sens vraiment à l'aise. Je suis chez moi, enfin dans ce pays. Puis j'arrête. Je suis monté une fois dans le bus à Alger pour aller vers Béjaïa, vers Guilloville, et puis il y avait des femmes. Alors je me suis mis à parler avec ces femmes. Alors je leur ai raconté une histoire. J'ai dit, vous voyez, je suis monté là en 1961, l'Algérie n'était pas encore libre, et j'étais en civil parce que j'avais une permission. Il dit, c'est assez qu'une dame algérienne est montée
est montée et je lui ai fait la place. Elle était voilée et elle était complètement étonnée. Oui. Mais moi, je ne croyais pas faire une action d'éclat. Et je dis, asseyez-vous, madame. Et j'ai vu que tout le monde me regardait dans le bus. Et elle est descendue à Beinheim. Et elle m'a dit, elle m'a pris ma main dans ses mains et elle m'a dit, que Dieu te bénisse, mon fils. Hein. Et pour moi, c'était une aventure extraordinaire. Et le soir, dans une famille pieds noirs qui m'avait invité à manger, une famille de travailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit, je ne sais pas ce qui nous arrive, c'est bientôt la fin, on doit partir, et pourtant on n'a rien fait, on est des travailleurs, on n'est pas des exploiteurs, on est des travailleurs. Alors le filleul qui était avec moi à Tellerma, qui m'avait invité pour dormir chez lui, il a dit, écoute, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui dans le bus, et il a raconté cette histoire. J'ai dit, si nous n'avons plus de place ici, c'est parce que même si on n'a rien fait, on a permis à ça d'exister. Et donc c'est ça qui nous a dit, a-t-il dit. Je trouvais que c'était assez fort. C'est pour cette raison qu'il y a eu certainement des gens, d'autres ne sont pas engagés, il faut pas, tout le monde doit être engagé, mais certains qui ont pris des engagements par rapport à l'indépendance de l'Algérie, mais d'autres ont été complices directs de cette lutte de l'OAS qui a quand même fait énormément de dégâts, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Donc bon, voilà, c'est un petit peu mon récit. Donc raconte cette première partie, l'évolution de moi-même et aussi de mes camarades qui ont comment les uns et les autres ont vécu et moi après, en sachant que il y en a encore. Donc j'en ai l'épouse de Mohamed Daro est à Constantine, Marfoud vit à Béjaïa et Ahmed à Foucaville, que je les rencontre régulièrement. Je pourrais maintenant décrocher mon téléphone, j'ai Marfoud au téléphone, c'est mes frères, quoi. Il pourrait leur arriver n'importe quoi et vice-versa. Ce qui nous a unis, quand Brigitte dit qu'il faut, à travers les diversités, trouver nos ressemblances, pour nous la ressemblance, c'était le combat pour l'indépendance, mais au-delà de l'indépendance, avant tout, la dignité de l'être humain. Quand je vous ai proposé ce témoignage, à aucun moment vous n'avez hésité. Pour vous, c'était évident que tout ce qui concerne l'Algérie... Ah oui. Ah oui, de toute manière, comme il suffit que j'en parle, ça me produit des émotions que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est vraiment, j'ai l'impression que ma vie a commencé en Algérie. Je suis profondément intégré. Donc finalement, j'ai sorti ce bouquin-là que je vous montre. Il s'appelle « Si c'était à refaire ». Une fraternité plus forte que la guerre d'Algérie. La deuxième partie, c'est les insultes et les lueurs d'espoir. Et finalement, une conclusion qui est une conclusion citoyenne. Si finalement quelqu'un est intéressé, j'en profite de faire un petit peu de pub. Ça se vend au prix modique de 10 €. Peut-être que ça pourrait être repris en Algérie. Ils arriveraient à imprimer pour moins cher. Je peux pas dire que c'était une bonne expérience. C'est une bonne expérience qui se perpétue là. Vous me permettez de la faire revivre, c'est avec plaisir, je n'ai pas besoin de me forcer beaucoup, vous l'avez compris. Sans vouloir plagier le titre de votre livre, et si c'était à refaire? Ah, si c'était à refaire, ils le referaient. Mais j'ai l'impression que je le refais tout le temps, quoi. Je le refais tout le temps. Si c'était à refaire, avec enthousiasme. Pas avec des bémols. Je crois que je le referais. Sachant que je sais aujourd'hui, je me serais peut-être comporté autrement, j'aurais certainement été objecteur de conscience ou déserteur, mais enfin, tout de même, l'aventure était à refaire parce que j'y ai trouvé mon plaisir et ça vous a formaté. Ça m'a apporté beaucoup. Dans ma vie, quoi. Enfin, dans ma vie, savoir prendre des risques, vivre avec, essayer de vivre avec, parce que de dire qu'on n'avait pas peur, c'est pas vrai. Tout le monde avait peur, hein. Et moi en premier, mais enfin, pour moi, c'était la peur, on l'avait un petit peu muselée
par rapport à, je ne sais pas si le mot est bien choisi, par rapport à l'enthousiasme et à la passion que je vivais à travers cet engagement, quoi. Parce que vous saviez que vous étiez dans la justesse. Oui, je crois que c'était juste. Enfin, on aura forcément en concluant ce reportage une pensée pour vos parents qui ont vécu cette période de la guerre d'indépendance de ce côté-ci, qui vous attendaient, comme vous le disiez, impatiemment. Et puis on va en profiter pour faire un coucou à vos amis, que vous appelez souvent, comme vous l'avez dit, mais vous passez leur un petit mot si vous voulez. Là. Oui. Finalement, un jour ils m'écouteront, que ce soit Marfout, Ahmet ou Malika ou d'autres d'ailleurs d'autres qui m'ont connu, qui n'étaient pas dans le salut. Je leur dis, en alsacien on dit salut Binandre, enfin salut à vous, et puis je vous aime. Oui, je suis content qu'on a vécu cette aventure ensemble, qui finalement ne s'est pas arrêtée, et puis que maintenant on est au mois de fin avril. Demain c'est le 1er mai, la fête du travail, et j'espère peut-être trouver le temps ou l'envie de venir avant la fin de l'année en Algérie pour vous rencontrer. Quant à mes parents, je dirais qu'ils m'ont donné les bases avec des moyens. C'était des travailleurs, mais qui avaient des bases solides de bienveillance, comme on dit maintenant aujourd'hui, de bienveillance, de l'amour du prochain, comme on dit dans un langage judéo-chrétien. Mais c'était quand même ça. Hein. Comme ça fera plaisir à ma mère si elle entend ça. Et mon père de pouvoir d'oser s'engager, de dire non, ça mon père m'a appris qu'on peut, dans n'importe quelle situation, on peut refuser, y compris de tirer ou de sortir, y compris d'enlever les balles qui sont dans son canon. Voilà.